Bonjour. Alors aujourd'hui, on va s'attaquer à une question qui nous concerne vraiment tous. Pourquoi est-ce si incroyablement difficile de changer d'avis ou de faire changer d'avis quelqu'un? On va décortiquer ensemble les deux grands modes de pensée qui cohabitent dans notre esprit. Celui qui se bat pour avoir raison, et puis l'autre, celui qui cherche vraiment à comprendre. On a tous déjà vécu ça, n'est-ce pas? On arrive avec des faits, des chiffres, des preuves en béton, et pourtant, rien. L'autre reste complètement campé sur ses positions. C'est un vrai puzzle, un mystère universel, et c'est ce mystère qu'on va essayer de résoudre aujourd'hui. Ok, alors allons-y. La première chose à bien comprendre, c'est que ce n'est pas un bug de notre cerveau. En fait, c'est une caractéristique fondamentale de son fonctionnement. Notre esprit est en quelque sorte bâti autour de deux systèmes de pensée très distincts. Pour que ce soit plus simple à visualiser, on va imaginer qu'il y a deux personnages dans notre tête. D'un côté, on a le défenseur et de l'autre, l'explorateur. Et comme on va le voir, chacun a une mission et une manière radicalement différente de traiter les informations. Commençons par le défenseur. Lui, son truc, c'est ce qu'on appelle le raisonnement motivé. Alors attention, il ne s'agit pas d'un mauvais raisonnement. C'est juste que son objectif premier, ce n'est pas de découvrir la vérité. Non, son but, c'est de préserver un état intérieur, de protéger nos émotions, notre identité, nos relations. C'est une stratégie de protection avant tout. Et ce qui est fascinant, c'est de voir où ça s'allume dans le cerveau. Le défenseur, il active les parties les plus anciennes, les plus émotionnelles. Le système limbique, notre radar à menace, le striatum ventral, qui cherche la récompense, la validation, et le cortex préfrontal ventre-médian, qui mélange nos sentiments et nos valeurs. Bref, c'est une réaction profondément viscérale. Et alors comment ça marche concrètement? Eh bien, le processus est complètement à l'envers de la logique. D'abord, il y a une émotion, un affect qui est déclenché. Ensuite, hop, on adopte une position qui colle à cette émotion. Et c'est seulement à la toute fin que notre esprit se met au travail pour construire une argumentation qui justifie cette position qu'on a déjà prise. Le raisonnement ne sert pas à trouver la conclusion, il sert à la défendre. Passons maintenant à notre deuxième personnage, l'explorateur. Lui, il fonctionne avec le raisonnement analytique. Et pour qu'il puisse faire son job, il a besoin de mettre l'urgence émotionnelle en sourdine, de la calmer un peu. Son but, c'est d'évaluer la réalité telle qu'elle est, sans trop de filtres. L'explorateur, lui, va activer des zones du cerveau complètement différentes, plus récentes. On parle du cortex préfrontal dorsolatéral, c'est le siège de la pensée abstraite, du contrôle de soi, et aussi des régions qui nous aident à gérer l'ambiguïté, à détecter les contradictions, à penser de manière structurée et logique. C'est la partie de notre cerveau qui aime les casse-têtes. Son processus, lui, est beaucoup plus classique, disons. D'abord, on collecte des informations, des données. Ensuite, on analyse les liens entre ces données. Et seulement à la fin, on arrive à une conclusion. Et le point qui change tout, c'est que cette conclusion est toujours révisable. On peut se rendre compte qu'on a tort sans que ça vire à la crise existentielle. Voilà donc le face-à-face. Le défenseur, son but c'est la cohérence du moi, il protège. L'explorateur, son but c'est la cohérence du réel, il explore. L'un est un gardien du temple, l'autre est un scientifique en herbe. Avec le défenseur, la question n'est plus « est-ce que c'est vrai ?», mais plutôt « est-ce que ça me met en danger ?» Bon, on a donc ces deux systèmes en nous. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, loin de là. On pourrait croire que tout ça, c'est une simple question de logique ou d'intelligence, mais en réalité, c'est bien plus profond. La vraie question, la question 1 million, c'est qu'est-ce qui fait qu'on bascule de l'un à l'autre? Qu'est-ce qui actionne cet interrupteur dans notre cerveau? C'est vraiment ça le cœur du problème. Et la réponse, elle est plutôt contre-intuitive. Ce n'est pas une question de compétences cognitives, d'être plus intelligent. Non, la clé, c'est ce qu'on pourrait appeler la capacité structurelle du moi. Pour le dire plus simplement, c'est la solidité de nos fondations psychologiques. On arrive maintenant au point crucial. L'idée fondamentale, c'est que la manière dont notre moi est construit, sa solidité, va directement déterminer notre style de raisonnement par défaut. Voyons un peu comment ça se passe. Prenons le cas d'un moi plutôt fragile, peut-être fragmenté, qui est facilement submergé par ses émotions. Pour une structure comme ça, le raisonnement devient un outil de survie. Il devient binaire, tout noir ou tout blanc, pour éviter l'effondrement. L'esprit ne fait plus vraiment la différence entre ce qui est ressenti et ce qui est réel. C'est le défenseur qui est aux commandes en permanence. L'enjeu devient alors immense. Pour ce moi fragile, penser devient dangereux, car penser peut détruire le lien ou le moi. Chaque nouvelle idée, chaque argument contraire, n'est plus vu comme une information, mais comme une menace existentielle. Passons maintenant à une structure psychique plus courante, le moi névrotique. Ici, le moi est plus solide, les conflits sont internes, on peut mettre des mots dessus, et la conséquence de ça, c'est qu'on alterne entre le mode défenseur et le mode explorateur.
On peut se laisser emporter par le raisonnement motivé, mais on a cette capacité de reconnaître nos propres biais, souvent après coup. Tout est résumé dans cette phrase très forte, le sujet peut se mentir à lui-même, mais il sait qu'il se ment. C'est cette petite conscience, cette capacité à prendre un peu de recul sur soi-même qui fait absolument toute la différence. Et enfin, il y a ce qu'on appelle le moi intégré. Là, le moi est vraiment solide. Les émotions peuvent être pensées, représentées, sans nous submerger. L'estime de soi n'est pas remise en jeu par une simple erreur. Résultat, l'accès au raisonnement analytique, à l'explorateur, devient beaucoup plus stable. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas d'émotions, mais qu'on a la capacité de les mettre entre parenthèses le temps d'analyser une situation. Ça mène à cette très belle idée. Le moi devient un espace d'hospitalité pour le réel. L'esprit n'est plus une forteresse qu'il faut défendre à tout prix. Il devient un lieu ouvert, capable d'accueillir la complexité du monde, ses contradictions, sans se sentir immédiatement menacé. On arrive maintenant à la grande synthèse. Si on met toutes ces pièces du puzzle ensemble, on comprend que penser, ce n'est pas juste une activité froide, logique et détachée. Penser, c'est aussi, et peut-être même surtout, une affaire de sentiment, une affaire de sécurité intérieure. Et s'il ne fallait retenir qu'une seule et unique chose de tout ça, ce serait celle-là. Le raisonnement analytique n'est pas d'abord une capacité intellectuelle, mais une fonction de la sécurité du moi. Autrement dit, notre capacité à penser clairement est directement liée à notre sécurité psychologique. C'est ça le point absolument crucial. Au fond, tout se résume à ces deux grands chemins. Quand notre moi se sent menacé, le raisonnement devient une arme pour se défendre, et c'est le mode défenseur qui prend les commandes. Mais quand notre moi se sent en sécurité, le raisonnement peut enfin devenir ce qu'il devrait être, un outil pour explorer le monde. Et là, c'est l'explorateur qui entre en scène. Et tout ça, ça nous laisse avec une question fondamentale. Pas seulement pour comprendre les autres, mais surtout pour nous-mêmes. Comment est-ce qu'on peut construire un moi qui soit suffisamment sécurisé pour oser accueillir la réalité, même quand elle nous dérange, même quand elle remet en question nos certitudes? C'est peut-être ça finalement, le véritable enjeu.